Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Daniel Fasquelle. Bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains du Pas-de-Calais, trésorier du parti. Vous étiez au bureau politique ce soir qui devait décider de l'exclusion de certains constructifs. Résultat, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas rien. Vous êtes, je trouve, très sévère. Pas d'exclusion en tout cas. En tous les cas, moi j'aurais préféré effectivement que les choses aillent plus vite et soient plus claires. On a besoin aujourd'hui de clarté. Il y a d'anciens membres des Républicains qui ont rejoint En Marche, qui, intégrant le gouvernement, ont fait campagne contre nos candidats aux législatives et ont fait battre un certain nombre de ces candidats. Et puis après les élections législatives, il y a d'anciens membres des Républicains, parce que je ne peux pas les considérer encore comme étant vraiment membres des Républicains, Thierry Solère, Franck Riester, qui nous ont privés de postes dont on avait pourtant besoin à l'Assemblée nationale pour faire notre travail d'opposant. Pour les exclure. Résultat, rien. Je le redis, parce qu'il n'y a pas d'exclusion ce soir. Alors, pas rien, puisque, ils sont privés de toute fonction exécutive au sein du mouvement, et c'est important. Gérald Darmanin, qui se prétendait encore président de la Fédération des Républicains du Nord. Ils sont toujours adhérents. Alors moi, j'aurais préféré qu'on aille un peu plus loin. Un article des statuts aurait permis, à titre provisoire, de les suspendre de leur fonction d'adhérents. Bon, ça n'est pas cette solution qui a été retenue. Il n'empêche que, malgré tout, ils n'auront plus aucune fonction exécutive au sein du mouvement. C'est très important. Puis, par ailleurs, la procédure d'exclusion est enclenchée. Ça veut dire, M. Darmanin, qu'on voit là, par exemple, il est plus membre de la commission des recours. C'est-à-dire qu'en cas d'exclusion, il devrait siéger pour son propre cas. Est-ce qu'il est toujours membre de cette commission ce soir? C'est un comble. Moi, ce que je proposais aurait été plus clair et plus radical. Enfin, j'imagine mal que M. Darmanin statue dans la commission des recours sur son propre cas. Dans ces cas-là, quand vous êtes directement concerné, vous pouvez de toute façon pas siéger au sein de la commission en cause. Non, par contre, ils ne pourront plus, lui et d'autres, occuper des fonctions au sein du bureau politique, en tant que président de fédération, secrétaire départementaux, ce qui est déjà très important. Et puis par ailleurs, on a quand même enclenché une procédure qui regarde nos statuts, doit conduire à une sanction qui sera soit une suspension, soit une exclusion. Je lis quand même le communiqué, parce que c'est plutôt à l'ONU en général qu'on a des communiqués comme ça. Une commission spéciale ad hoc a été mise en place pour instruire d'éventuelles exclusions. C'est devenu l'ONU, les Républicains? Non. Alors on n'ose plus y aller franco? Non, alors c'est prévu, j'ai là des statuts sous les yeux, je pourrais vous les lire, c'est l'article 4 précisément du règlement intérieur, pas des statuts, qui permet cette possibilité de nommer une commission de 3 personnes de façon à ce qu'on puisse entendre ceux qui vont par la suite être exclus. Alors ça peut paraître très formel, mais c'est indispensable parce que ça nous permet de respecter nos statuts, ça évite justement un éventuel recours pour que la décision à la fin soit contestée, et nous respectons la procédure du contradictoire face à des gens qui n'ont pas respecté grand-chose. Nous respectons le droit. Décision sera rendue à l'automne, si j'ai bien compris. S'il n'y a pas de prononciation d'exclusion, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous aviez dit que c'était vital pour le parti qu'il soit exclu? Moi, je demande à ce qu'il soit exclu. Comment encore accepter que des personnes qui ont rejoint le gouvernement, qui ont fait campagne contre nos candidats, qui du jour au lendemain ont tourné le dos à leurs amis, à leurs idées, restent dans le parti? Ça n'a absolument aucun sens. Et alors s'ils restent, vous ferez quoi? Vous restez, vous, dans le parti, du coup? Vous restez à l'automne dans un parti où ils sont encore là? Je ne veux pas imaginer une seule seconde qu'ils puissent rester dans le parti, et je pense que je ne suis pas seul à le demander. Il faut aujourd'hui de la clarté. Mais il faut aussi organiser un vrai débat de fond, parce que le parti ne peut pas rester dans l'état dans lequel il est. 3 heures de bureau politique pour arriver à cette décision, vous l'avez dit vous-même. Je crois qu'il faut maintenant avoir un vrai débat de fond avec les militants. Il ne marche plus le parti, il faut tout refonder, il faut tout changer, y compris le bureau politique et son fonctionnement. Il faut tout refonder, il faut tout changer. C'est le débat que nous aurons à l'automne, puisqu'il y aura des élections au sein du mouvement pour élire un nouveau président, une nouvelle direction les 10 et 17 décembre prochains. Et ça va être l'occasion justement d'un débat. Mais il faut cette fois-ci organiser un vrai débat. Moi, j'ai connu dans le passé, en tant que militant, des vrais faux débats. C'est-à-dire qu'on faisait semblant de consulter les militants, mais en réalité, tout était décidé à l'avance, tout était verrouillé à l'avance. Ça, c'est insupportable. Et moi, je ne l'accepterai pas. Je veux qu'on ait un vrai débat avec les militants, qu'on leur donne enfin la parole et qu'on refonde complètement ce parti de haut en bas. Vous parlez comme un candidat potentiel. Vous serez candidat à cette présidence du parti? Je n'ai pas pris encore définitivement ma décision. Pas définitivement, mais partiellement. Alors partiellement, j'ai été sollicité. Mais avant de prendre une décision pareille, je crois qu'il faut d'abord se mettre à l'écoute des militants. Mais ça serait utile ou pas pour vous? En tous les cas, est-ce que votre candidature pourrait être utile? Elle peut être utile parce qu'elle éviterait justement d'avoir un faux débat ou un mauvais départ ou de fracturer le parti. Je crois qu'il faut absolument éviter que l'élection de décembre ne soit pas le choix d'un candidat pour 2022. Il faut aussi éviter que ce soit le choix d'une ligne politique par rapport à une autre. Au sein du parti Les Républicains, on a toujours accepté que plusieurs sensibilités coexistent. Et puis par ailleurs, le candidat du consensus, il ne faut pas du rassemblement, très certainement. Moi, je pense qu'il faut se laisser une période de 2 ans et demi pour avoir un vrai débat de fond avec les militants, échanger les uns et les autres dans un climat qui soit complètement apaisé. Choisir aussi la procédure qui nous permettra de désigner la prochaine fois notre candidat
à la présidentielle. La primaire ouverte a été... C'est fini ça, la primaire c'est terminé. Je pense que plus personne n'en veut, en tout cas tel qu'on l'a organisé. Mais moi j'aimerais bien discuter de ça avec les militants. Je pense qu'il y a des nouveaux outils à imaginer. Il y a un statut de sympathisant à créer. Donc tout est à refonder. Il y a beaucoup de jeunes élus, notamment la génération de 2014, qui ont envie de prendre des responsabilités. Moi, je veux les aider à prendre des responsabilités au sein du mouvement. Alors, pour bien comprendre, vous dites les constructifs, ils n'ont rien à faire chez nous. Votre chef de groupe aujourd'hui a annoncé que les députés LR, donc vous, vous voteriez la réforme permettant la réforme par ordonnance du Code du travail. Exactement comme les constructifs. On ne comprend pas bien la logique. Vous allez voter comme eux. Certains ont voté la confiance comme eux et vous dites on n'a pas la place sous la même maison. Je suis comme vous. Je ne comprends pas pourquoi ces constructifs ne sont pas chez nous. Moi, je fais la distinction. Ils sont LR. Attends, moi ils sont républicains, ils ont toujours leur carte au parti, vous l'avez rappelé. Je fais la distinction entre ceux qui ont joué contre leur camp, qui nous ont fait perdre aux élections législatives, qui nous ont fait perdre des postes au sein de l'Assemblée nationale, ils sont 6. Et ceux qui participent au gouvernement, dont vous allez voter le projet de loi d'habilitation d'ordonnance. Et ensuite, vous avez les députés constructifs, il paraît-il qu'il va y avoir des sénateurs constructifs, et là, je ne comprends plus rien. Parce que s'ils veulent discuter et débattre, ils peuvent le faire à l'intérieur des Républicains, et par ailleurs, l'opposition constructive, nous voulons, nous, l'incarner, justement. Nous avons en permanence dit qu'en fonction des sujets, eh bien, nous serions à l'écoute de ce que le gouvernement pourrait proposer. Nous allons voter la réforme du marché du travail. Par contre, nous allons nous opposer fermement aux hausses d'impôts que le gouvernement est en train de préparer. Donc, plutôt que de vouloir créer un groupe à part, venez, c'est un appel que je lance à mes amis députés qui se sont égarés au sein de ce groupe Les Constructifs, revenez chez nous, venez discuter avec nous. Et puis surtout, venez au sein du parti, refondons ensemble le parti. Ça ne sert à rien de... Ils ne sont pas partis, ils vous le diront, ils sont toujours les Républicains, ils s'appellent les Républicains Constructifs. On avance un peu si vous voulez bien, parce que j'ai bien compris votre point et je pense que... Seulement, vous savez, il n'y a qu'un parti, il n'y a qu'un groupe. Donc là aussi, le message du bureau politique ce soir, il est clair. S'ils sont sincèrement républicains, il faut qu'ils siègent au sein du groupe Les Républicains. On a appris par exemple dans le Figaro que Nicolas Sarkozy avait dîné à l'Élysée avec Emmanuel Macron et leurs 2 épouses respectives. Ça vous a étonné, ça vous embête finalement que... Non, pas du tout. Écoutez, l'ancien patron du parti, lui, il a l'air très constructif à l'Élysée. Non, je crois que ce n'était pas du tout. Ce dîner était un dîner en tête-à-tête, privé, qu'un président de la République en exercice invite... Il dit lui-même, on échange, c'est important. Qu'un président de la République en exercice, qui vient de prendre ses fonctions, qui plus est, n'a été ministre que 2 ans, veuille rencontrer un ancien président de la République pour échanger avec lui, c'est quelque chose qui me semble tout à fait normal. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, un LR, encore, puisque vous ne l'avez pas exclu, que vous avez suspendu... J'espère qu'il ne le sera plus très longtemps. Ça, on a bien compris. Il a annoncé qu'il avait trouvé 4,5 milliards d'économies sur le seul train de vie de l'État. Vous lui dites bravo ? Non, je lui dis que d'abord c'est du rafistolage et du bricolage. Moi je ne comprends plus rien d'ailleurs à la politique du gouvernement en matière de hausse et de baisse d'impôts, puisque le Premier ministre a fait des annonces au moment de son discours de politique générale. Il a été rattrapé par Emmanuel Macron qui l'a contredit. Et puis on a M. Darmanin qui vibrionne et qui tous les jours nous fait des annonces dans les journaux, plutôt que d'ailleurs de les faire à l'Assemblée nationale. Et vous devriez vous réjouir qu'ils réduisent la dépense publique. Attendez, vous avez vu où ils tapent? Ce sont les ministères qui, soi-disant, devaient être préservés. C'est-à-dire, c'est le Tous ministère, les ministères, apparemment, il n'y en a aucun qui est épargné. Écoutez, ceux qui sont les plus touchés et qui devaient être justement épargnés, selon M. Macron, c'était le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. C'est les 3 ministères qui sont le plus touchés. Donc j'y comprends absolument plus rien. On nous a dit que ces ministères-là allaient avoir des crédits supplémentaires et on commence par leur enlever des crédits. Alors qu'on a besoin... Vous regrettez qu'on dépense qu'on réduise la dépense publique. Mais pas du tout. Vous qui avez expliqué à longueur de campagne de François Fillon qu'il fallait la réduire. Qu'on fasse des économies sur d'autres budgets que le budget de la Défense, parce qu'on a besoin d'une armée, on le voit bien. Le budget du ministère de l'Intérieur, on a besoin de moyens supplémentaires pour la police, et le budget de la justice, alors qu'on sait que la justice aujourd'hui est en très grande difficulté. Donc M. Darmanin fait n'importe quoi. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'impasse budgétaire dans laquelle on s'engage. Parce qu'avec toutes les annonces qu'on a entendues depuis une semaine, on sait très bien que 2018 sera une année d'impasse budgétaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça ne va peut-être pas vous rassurer au regard de ce que vous êtes en train de dire. Dans Les Échos de demain, l'interview d'Édouard Philippe, qui parle de ces réformes de structure, il dit il y aura 20 milliards d'euros d'économies qui seront faites dès le budget 2018, 13 milliards, pardon, c'est une erreur, et 11 milliards de baisse de pression fiscale. 11 milliards de baisse de pression fiscale dès 2018 pour créer ce qu'il appelle un souffle fiscal. À lui aussi, vous lui dites éventuellement bravo ou pas du tout? Moi, je lui dis que je n'y comprends plus rien, parce que tous les jours, on nous fait des annonces nouvelles, alors on enlève des milliards, on en rajoute. Moi, ce que je retiens de tout cela, c'est qu'on va augmenter la CSG, ce qui va frapper les retraités, les fonctionnaires, une partie des salariés. On va augmenter
augmenter le gasoil. Moi, je suis Les fonctionnaires, pardon, vous vouliez supprimer 500 000 fonctionnaires dans la campagne de nous voulons François Fillon. moins de fonctionnaires et mieux payés. Nous voulons des retraités qui aient plus de pouvoir d'achat et pas moins de pouvoir d'achat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on proposait de retarder légèrement le départ de l'âge en retraite. Il le fera pleinement, dit-il dans cette interview, dès 2018. Ça rapportera 3 milliards d'euros aux contribuables. Vous vouliez le faire avec François Fillon. Oui, mais je ne dis pas que dans cette masse d'annonces, dans ce tourbillon d'annonces, il y a forcément quelques points qui peuvent être satisfaisants, mais c'est l'équilibre général qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va y avoir des hausses d'impôts quand même qui vont frapper les plus faibles. Et puis surtout, on sera incapable de revenir à l'équilibre budgétaire et incapable de réduire la dette. Moi, je ne vois pas comment ils vont pouvoir financer toutes ces mesures en 2018. Ça veut dire que vous ne voterez pas le budget. Il va manquer 20 milliards en 2018. Ça veut dire que surtout, j'ai posé beaucoup de questions à M. Darmanin, et pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais j'aimerais bien qu'ils viennent en discuter avec les députés plutôt que de faire des annonces tous les jours dans la presse. Alors effectivement, il y a quelques détails qui sont donnés dans les Échos. Peut-être que ça pourra enrichir quelques-unes de vos questions. Absolument. En parlant d'argent, vous en avez toute votre tentative de récupérer les 3 millions qui restent de la campagne et que François Fillon a gardé sur le compte de son micro-parti? Écoutez, c'est en bonne voie. J'en ai parlé tout à l'heure avec Bruno Retailleau. Nous sommes des personnes raisonnables et on va trouver un terrain d'entente. Il va de soi que les Républicains doivent pouvoir récupérer une partie de ces argents et ce sera le cas. En ce qui concerne Thierry Solère et Franck Riester, ils ont perçu chacun 6 000 euros pour leur campagne. Et s'il est décidé qu'ils sont exclus des Républicains, il va falloir qu'ils auront à rembourser ces 6 000 euros. Vous allez leur demander les 6 000 euros? Attendez, c'est un comble quand même. Ça ne fera pas un peu mesquin? Non, ça ne fait pas mesquin. C'est réclamé par les militants. Moi, j'ai demandé des efforts énormes aux militants, aux élus. On a redressé la situation financière en 2 ans et demi. On a remboursé 20 millions d'euros. C'est au prix de sacrifices énormes, y compris pour le personnel des Républicains. Et de voir qu'on a donné 6 000 euros à des personnes qui aujourd'hui jouent le jeu d'En Marche contre nous à l'Assemblée nationale, c'est insupportable. Et je pense que les militants me féliciteront de prendre cette voie et cette décision. Alors ça, c'est une information que vous nous donnez ce soir. Je la prends, mais ma question portait sur François Fillon. Vous dites Bruno Retailleau est d'accord et on va trouver une solution. Bruno Retailleau, à la même place que vous, la semaine dernière, me disait pas du tout ça. Il me disait l'argent, il a été donné pour beaucoup à François Fillon parce qu'il ne voulait pas le donner au parti Les Républicains. Donc il disait pas la même chose que vous. Mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Il l'a entendu. Les dons qui ont été faits dans le cadre de la campagne pour partie à François Fillon et pour partie au candidat des Républicains. C'est ce débat que je vais avoir avec lui très très bientôt et je vous assure, on va trouver un terrain d'entente. On en a encore parlé cet après-midi. Quand pensez-vous récupérer l'argent? Il n'est pas question que je ne récupère pas une partie de cet argent. Parce que, une partie. Vous pourriez partager, c'est ça en fait Dans la logique de Bruno Retailleau, c'est là où on peut se retrouver. C'est-à-dire que ceux qui ont fait des dons dans le cadre de la campagne, certains ont fait des dons parce qu'ils étaient attachés à la personne de François Fillon. Et qu'ils n'auraient jamais... Comment vous allez le savoir? Il y avait sur le chèque qui avait marqué pour François Fillon. Il n'aurait pas fait de pour le parti. Il n'aurait pas fait de don aux Républicains. D'autres auraient fait un don aux Républicains et en fait ont surtout voulu soutenir le candidat des Républicains. Et comment vous allez le savoir? Il y a des... C'est quoi? C'est au doigt mouillé? Non, lui, c'était pour François Fillon, c'est un copain, on le connaît? C'est pas du tout au doigt mouillé. On va regarder l'évolution des dons de Force républicaine sur plusieurs mois, l'évolution des dons des Républicains, ce qui s'est passé pendant les campagnes présidentielles précédentes. Mes équipes travaillent dessus et j'arriverai avec un chiffre que je proposerai à Bruno Retailleau et ce sera très argumenté, soyez-en assurés. Vous parliez de Thierry Solère et vous nous faisiez comprendre que vous pourriez être candidat à la présidence des Républicains. Thierry Solère aussi, il a dit la même chose à cette place-là, c'était lundi. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une mauvaise plaisanterie. Il n'aurait pas le droit? Thierry Solère, je l'espère, sera exclu des Républicains. On ne peut pas en permanence tirer contre son camp et ensuite prétendre vouloir s'ils lui disent il a 20%, ça veut dire que 20% des militants sont d'accord avec lui. C'est pas bon à savoir, ça? Thierry Solère sera exclu, je l'espère, des Républicains. Et donc il n'aura pas la possibilité, la capacité de se présenter en décembre prochain. On peut pas. Il a quand même tiré contre son camp. Aujourd'hui, Thierry Solère en fait partie d'une fausse opposition qui n'est qu'un prolongement de la majorité d'En Marche. Ça sera un militant de trancher. Pourquoi ne pas laisser les militants trancher cette question-là? Thierry Solère fait aujourd'hui partie d'En Marche. Moi, je considère qu'il a aujourd'hui c'est un supplétif et un soutien du gouvernement. Il faut qu'il assume pleinement sa position. Vous savez, c'est trop facile de vouloir être républicain et En Marche. Alors quand ça vous arrange d'être En Marche, quand ça vous arrange, vous faites partie. Qu'ils n'étaient pas dans la tête du parti. Pourquoi ne pas laisser parler les urnes? Parce qu'il a eu un comportement qui n'est pas acceptable et qu'il faut sanctionner. Pourquoi ce ne serait pas aux militants de sanctionner? Parce que nous avons des instances pour cela, qu'une procédure est engagée ce soir, qu'elle sera menée
mener, je l'espère, à son terme, et parce qu'il faut faire respecter un minimum de morale dans la vie politique. Je suis désolé, mais la rénovation de la vie politique, c'est pas être un jour En Marche, un jour les Républicains, et c'est pas tirer en permanence contre son camp. C'est absolument insupportable. Il faut mettre fin à cette situation au plus vite. Dernière question, sur CNews hier, Louis Alliot a plaidé pour des rapprochements locaux municipaux de 2020 entre le Front National et la droite, autrement dit, les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Moi, je viens d'une famille gaulliste. Y compris sur un niveau local, mais bien sûr, en fonction des personnes, c'est ce qu'il laissait entendre. Mais non, absolument pas. Il laissait entendre d'ailleurs qu'il y en avait qui étaient d'accord chez les Républicains. Il n'en est pas question, et ceux qui, en tous les cas, iraient dans cette direction doivent être écartés de notre famille politique. Nous avons toujours été très clairs à ce sujet. Nous ne voulons pas d'accord avec le Front National. Nous ne partageons pas la philosophie du Front National, et donc il faut éviter toute confusion. Je pense qu'on a besoin, justement, dans le débat public aujourd'hui, de clarté. C'est cette clarté que j'appelle de mes voeux. L'avenir des Républicains, pour vous, à court terme, c'est 2 ans de reconstruction, globalement, avant de prochaines élections? Je pense qu'il faut prendre le temps. Vous savez, avant les municipales, justement. La dernière fois, après 2012, on a bâclé cette période. On n'a pas eu ce débat de fond. On n'a pas vraiment fait le regarder et chercher à comprendre les raisons de nos échecs. Puis on était, il y a 10 ans, 300 députés. Il y a 5 ans, 200. On est maintenant 100 députés. Si on continue, on va disparaître. C'est pour ça que je lance ce mouvement Sauvons la droite. Il faut qu'on ait ce débat de fond. Si on n'a pas ce débat de fond et si on ne prend pas le temps de ce débat, eh bien, nous serons condamnés. Donc oui, si j'ai la chance d'être président des Républicains, pendant 2 ans et demi, j'organiserai les conditions de ce débat, cette refonte en profondeur de notre mouvement, pour en faire un mouvement ouvert et de rassemblement et de reconquête du pouvoir. Si vous avez la chance d'être président des Républicains, c'est vous qui venez de le dire, c'est donc l'annonce officielle ce soir sur le plateau CNews de votre candidature. Vous êtes terrible. Merci. J'annoncerai ma candidature si je suis candidat lors du campus. Je pense que ça vient des d'être jeunes fait. Républicains du Touquet. Je pense que ça vient d'être fait. Je préciserai tout cela au moment du campus des jeunes Républicains du Touquet. Merci, le dernier week-end d'août auquel je vous donne tous rendez-vous. Merci Monsieur Fasquelle. On se retrouve pour le grand décryptage. On va parler de la bonne nouvelle ou pas du jour. Paris organisera bien des JO. On ne sait pas encore si c'est en 2024 ou 2028. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? C'est le sujet du débat. À tout de suite.